Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire de chez Lacoste et aujourd'hui, je reçois Hugues Foltz de chez Vouban, belle entreprise qui, en service, qui conçoit des solutions logicielles, entre autres, qui utilisent l'intelligence artificielle, le IoT. Donc, Hugues va nous démystifier un petit peu plus qu'est-ce que l'intelligence artificielle, dans quel contexte on peut l'utiliser, les différents acronymes aussi qui gravitent autour de ce terme qui devient de plus en plus populaire. Donc, sur ce, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Hugues, merci. Bienvenue à Expérience 4.0. Merci Simon, bonjour. Un privilège de t'avoir sur ce podcast avec moi là, aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Puis avant de rentrer trop dans le concret de l'IA, parler un petit peu de toi, de t'introduire. Moi, c'est quand même drôle parce que je t'ai connu, je t'ai rencontré la première fois dans une des conférences, parce que tu as donné plusieurs conférences sur l'intelligence artificielle dans les dernières années, puis tu as donné une conférence dans le cadre de l'événement Sommet Performance organisé par MEQ en 2019. Ça fait quand même un petit bout. Fait que ça risque d'être vague, mais je me souviens que tu avais donné vraiment une solide prestation parce que, la façon dont tu vulgarisais l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, les contextes, surtout dans le domaine du secteur manufacturier, c'était super pertinent. Donc, c'est le fun de t'avoir aujourd'hui avec nous pour en parler. Puis, il y a eu une évolution depuis 2019, fait qu'on va pouvoir en discuter davantage. Ouais. Donc, avant de rentrer dans le concret, tu es associé, responsable du développement des affaires chez Vouban, belle entreprise, entre autres, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans les solutions que vous intégrez chez les entreprises. Donc, je te laisse me parler un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené chez Vouban? Qu'est-ce qui t'a amené à grimper les échelons aussi chez Vouban durant les dernières années? Puis, qu'est-ce que tu fais présentement? Ben oui, écoute, en fait, mon passé est un passé d'entrepreneur. Fait que j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, en quelque sorte. Puis d'où je viens, des technos, en fait. Mais avant ça, génie industriel, c'était pas mal la genèse de ma carrière. Et rapidement, bifurcation vers les technologies où j'ai fondé ma première compagnie, j'avais 22 ans. Pour, après ça, arriver chez Vouban, justement, comme associé. J'ai fait un petit passage vers la grande entreprise entre la vente de ma première compagnie et Vouban, que j'ai pas apprécié. Puis la grande entreprise, très grande corpo est peut-être pas ma place. Puis surtout, retour vers, encore là, la belle entreprise, moyenne entreprise québécoise, dans un rôle d'entrepreneur qui est plus ma place, là, clairement. Fait que aujourd'hui, effectivement, je donne des conférences, mais surtout, je me trouve à accompagner nos clients dans les premières étapes d'identification des projets en ce qui a trait à l'intelligence artificielle, oui, mais on va souvent le généraliser bien au-delà de ça. C'est-à-dire, la transformation numérique reste aujourd'hui le terme le plus utilisé. Il y a eu plusieurs buzzwords. Là. On est passé de Industrie 4.0 à manufacturier innovant, à Industrie 4.0 qui est revenu. Après ça, la transformation numérique, ça en va être assez accroché. Ouais. Pour plein de bonnes raisons. Puis on va se parler d'IA, oui, mais l'IA, c'est, je le dis toujours comme ça, c'est un outil dans le coffre à outils de la transformation numérique. Puis il faut vraiment le voir comme ça et sans plus. Très, très puissant, oui, mais une technologie parmi d'autres. Définitivement. C'est un outil. C'est un outil, souvent on le dit, pour des technologies, ça ne peut pas nécessairement agir toute seule. Oui, il y a une machine derrière, mais ça doit être utilisé par des humains qui sont derrière. C'est la transformation numérique. Il y a de l'humain aussi qui l'opérationnalise, si on veut. Mais parlant d'IA, comment tu définirais, comment tu expliquerais en tes mots, une phrase, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle selon toi, Hugues? Il y a plusieurs définitions. Là. En donner une seule, ce serait pas assez juste. J'en donne toujours deux qui se complètent bien. En fait, l'IA essaie d'imiter le comportement humain. Donc, les algorithmes, aujourd'hui, d'intelligence artificielle ont généralement cet objectif-là d'imiter le comportement humain. Autant dans sa réflexion ou dans la façon dont on va interpréter des données ou dont on va regarder les choses et en faire un diagnostic de bon ou pas bon ou dans toutes sortes de contextes, c'est ce que les algorithmes vont tenter de faire. Maintenant, c'est une des deux définitions, comme je disais. La deuxième qui complète la première, c'est de dire que l'intelligence artificielle a toujours, ou pratiquement toujours, l'objectif et pour objectif de prédire. Donc, on considère que l'IA, il faut voir l'IA comme étant
des modèles, différents modèles algorithmiques qui ont toujours, ou presque, cet objectif-là de prédire le futur. Une fois qu'on comprend ça, on est plus à même de comprendre tous les autres concepts aussi qui gravitent autour de l'IA, c'est-à-dire qu'on va attribuer énormément de valeur à la donnée, on va attribuer énormément de valeur et une grande importance à comprendre le passé. Et demander à l'IA de prédire le futur, c'est juste la suite logique souvent de bien des steps dans une transformation numérique d'entreprise, encore une fois. Fait que c'est à peu près mes deux meilleures définitions ou la façon dont on le décrit et je pense que ce qui est le plus facile à comprendre aussi pour tout le monde. Le plus juste, quand on parle d'algorithme à ce niveau-là, corrige-moi, l'intelligence artificielle agit un peu comme une formule mathématique qui crunch des données, si on veut, que nous, on crée. En fait, on crée ces algorithmes-là. Ou comment ça fonctionne à ce niveau-là pour être capable de recevoir une donnée crunchée qui nous donne une intelligence d'affaires X, là, mettons? Bien, première chose, oui, c'est des mathématiques. Là. Donc, un algorithme, c'est définitivement une formule mathématique. Après ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont la donnée va être interprétée, c'est avec différents modèles algorithmiques qu'on va faire travailler différents types de données et surtout pour atteindre différents objectifs. Et là, le but n'est pas de faire nécessairement le détail ou le fin détail de quelle est la différence entre autres machine learning versus deep learning et toutes les classes ou les types de modèles dans chacune des familles, mais plutôt, si je comprends bien ta question, du moins de dire le bon modèle doit être appliqué pour résoudre le bon problème. Et chaque problème ou chaque objectif a généralement un modèle, donc un algorithme qui va bien travailler, qui va nous donner la bonne prédiction. Maintenant, ce volet-là, tu mentionnais, on le développe, l'équation mathématique, ou on le programme. Aujourd'hui, il faut vraiment, puis moi je mets tout le temps l'accent là-dessus, il faut vraiment comprendre que l'intelligence artificielle est tellement devenue tellement mature, et il y a eu tellement de travaux de recherche et de développement fait dans l'intelligence artificielle existe en fait depuis 50 ans, ouais. Dans sa forme la plus basique au départ, oui, mais reste qu'aujourd'hui, il y a de nombreux, il y a une quantité incroyable d'algorithmes qui sont disponibles gratuitement dans des bibliothèques d'algorithmes, et le métier qui est le nôtre chez Wooban, oui. Puis que moi, ma gang de doctorants ou de post-doc même, qui ont fait leurs études dans le domaine de l'intelligence artificielle, quand ils arrivent chez nous, ils ont terminé leur recherche. Là. Puis souvent, on les décrit comme ça, affectueusement, c'est des chercheurs qui se sont tannés de chercher, et qui ont l'objectif, puis ils ont le souhait de finalement appliquer. C'est exactement comme ça, moi, je pense que... En fait, pas je pense, je suis convaincu, c'est exactement comme ça que les entreprises doivent envisager l'intelligence artificielle. Si on parle de recherche, puis je vois même des fois un peu plus loin que ça, je veux dire, si vous entendez le mot recherche ou recherche fondamentale dans un projet d'intelligence artificielle chez vous, moi, j'ai envie de dire partez à la course, parce que en fait, notre sommité canadienne, Joshua Bengio, l'a dit lui-même, avec tout ce qui est disponible en algorithme aujourd'hui sur le web, les entreprises canadiennes en ont au moins pour 10 ans avant de voir le bout, puis à intégrer juste ce qui est disponible, il y en a pour 10 ans. Oui, parce qu'il faut l'intégrer. Hein. Ben, c'est un beau qui existe, mais il faut l'adopter, il faut l'intégrer, puis il faut l'utiliser à bon escient pour réaliser les objectifs. Ben voilà. Fait que, une fois qu'on dit ça, il y a donc plein de projets potentiels dans les organisations où on n'a pas besoin de réinventer la roue, les algorithmes sont prêts. Il y a quand même un défi, puis c'est aussi là où je viens faire peut-être nous mettre un énorme bémol, qui dit que l'algorithme existe ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de travail puis que vous n'avez pas besoin d'experts. Donc, tu sais, d'avoir une équipe, on a assemblé chez Wooban une équipe de 15 ou 14 aujourd'hui, 15 bientôt, experts en intelligence artificielle. Tu sais, j'aurais pas besoin de cette gang-là de doctorants et post-docs s'il n'y avait pas un challenge. Il reste un challenge. Il y en a un. Il y en a un, ça c'est clair. Le point, c'est plutôt qu'on réécrit pas des algorithmes de zéro. Donc, qui repartent d'une feuille blanche puis qu'on va rédiger, c'est plus vrai. C'est pas ça du tout. Ben, c'est un peu le parallèle avec le fameux le code, tu sais, le langage de programmation. Il existe différents langages, mais on start pas from scratch à chaque fois qu'on veut coder quelque chose. Évidemment, il y a des fondations, il y a des langages qui se sont développés, mais après, il reste que les connaissances puis le coder en soi nécessite une expertise, chose que vous faites un peu. Je sais pas si mon parallèle il est quand même bon. Il est différent, mais il existe quand même une base sur laquelle après, il
faut quand même optimiser, il faut intégrer. Oui, il y a de la programmation orientée objet qui va permettre justement des raccourcis que d'autres types de programmation ne permettra pas. Donc, par rapport à ça, ton exemple est bon. Okay. Moi, j'appelle ça l'algorithmie aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre suffisamment bien, et c'est un métier en soi par sa complexité, mais de comprendre suffisamment bien comment l'algorithme va interpréter les données et de pouvoir réajuster les différentes variables, la pondération et de l'entraîner correctement. C'est ça le vrai challenge et le vrai défi, et c'en est tout qu'un. Fait que donc, c'est un métier en soi, c'est une expertise hyper pointue. Reste que, encore une fois, on réécrit pas, puis on fait pas de recherche fondamentale en 2022 sur l'intelligence artificielle. Du moins, chez Vouban, c'est pas ça notre métier. C'est le mandat des centres de recherche universitaires, hein, puis ça, il en restera toujours. Mm-hmm. Mais les entreprises, la vaste majorité, ça, c'est 100% de nos clients. Au Québec, au Canada, s'ils veulent faire de l'IA, ils n'ont pas besoin de faire de recherche ou de recherche fondamentale. Faut l'appliquer. Parlant d'application, on parle beaucoup de données. Évidemment, on parle que, l'algorithme, évidemment, formule mathématique. Mathématique dit quoi? Bon, des chiffres dit données. Tout ça est un peu connecté, puis c'est un peu le fondement un peu de l'IA, là. On s'entend là-dessus. Par rapport aux fameux acronymes qui naviguent autour, les bases de données, sources de données internes, sources de données externes, pour les gens qui nous écoutent, les entreprises qui veulent peut-être en savoir un petit peu plus sur comment ça fonctionne. Comment tu définirais la différence entre le fameux BI aussi, qui s'en vient de plus en plus populaire là, au niveau de l'intelligence d'affaires, le fonctionnement de l'intelligence artificielle, puis en même temps, la nécessité, du moins, le côté essentiel à avoir une bonne base de données interne pour être capable de faire fonctionner une certaine machine? Il y a plusieurs volets dans ta question. Mm-hmm. Mettons, pour ce qui est des données, internes ou externes, je vais faire une grosse parenthèse là, sur l'importance des données. Elle est encore aujourd'hui très sous-estimée. Et il y a d'ailleurs eu un énorme débat qui commence à dater, là, mais il y a 10 ans, à peu près, là, il y avait une course à ce qu'on a appelé l'algorithme du Saint Graal, pratiquement. Donc, l'algorithme qui fait tout et qui serait le plus performant jamais développé. Cette course-là est clairement terminée et ça a été de nombreuses fois démontré depuis que la quantité de données que vous allez pouvoir faire ingérer à votre algorithme va faire en sorte que peu importe si votre algorithme est extrêmement performant, moyen performant ou même peu performant, vous allez finir par rattraper le meilleur des algorithmes avec moins de données. Donc, plus vous avez de données, plus vous avez de chances d'atteindre vos objectifs. Donc, après ça, est-ce que c'est des données internes, des données externes ou des données de partout? Mm-hmm. Moi, je vous dirais, il faut le maximum de données. Donc, allons nous connecter, puis c'est ce qu'on dit toujours à nos clients. On va aller se connecter sur les bases de données de Statistique Canada, on va aller se connecter sur les bases de données de Santé Canada, on va aller se connecter sur les bases de données de Environnement Canada pour prendre la météo, pour à peu près tout ce qu'on veut, dans l'objectif d'avoir, encore faut-il que ça fasse du sens. Ouais. Mais, encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir une base de données la plus grande possible pour entraîner nos algos. Puis les données internes, forcément, c'est essentiel. Mm-hmm. De là, l'importance de mettre en place des bases de données, on appelle après ça des bases de données structurées, ça se nomme on appelle ça des entrepôts de données. Ouais. Donc, un entrepôt de données qui va souvent aussi avoir eu sa première étape, c'est un data lake, un lac de données qui, lui, est justement pas structuré ou très, très peu structuré. Et on arrive à un entrepôt de données où on va avoir donné des attributs, on va avoir des métadatas qui vont avoir été associés à nos données et potentiellement même du labeling. Encore là, tout ça est très variable en fonction des projets et des besoins pour chaque entreprise. Mais cette je dirais, journey-là, cette ride-là vers dans la compréhension puis la structuration des données dans une organisation, c'est la première étape. C'est essentiel. C'est essentiel. Et même pour atteindre l'objectif que tu as nommé dans ta question, qui est de faire du BI. Ouais. Tu sais, le BI, c'est le pendant, mais à l'inverse de l'intelligence artificielle. L'AI va prédire le futur, il va donc regarder par en avant. Le BI regarde le passé. Donc, le BI a aussi besoin de données pour regarder correctement ou pour regarder un passé. Donc, on a structuré nos données pour dire, et le BI fait pas que regarder le passé, il regarde aussi notre donnée à un instant T. Donc, à ce jour ou à X moment. Oui, exact. Donc, on regarde la donnée d'aujourd'hui, de la minute X ou même de la semaine, puis on compare à nos 60 dernières semaines ou à nos 60 dernières minutes, etc. Donc, c'est toujours de dire notre donnée à un instant T versus le passé, alors que l'AI va dire ta donnée à l'instant T versus ce qu'on te prédit qui va se passer.
Donc, l'un et l'autre. Et le BI, pour rajouter à ça, c'est une mot, t'as dit de belle première étape. Il y a plein d'entreprises qui nous appellent puis on dit, ben OK, oui, cool, votre projet, ça fait tout son sens. Puis c'est un tabarouette de vos projets. Avez-vous déjà fait du BI? Ouais, non, on n'en a pas. On n'a rien en place. OK, mais vous n'avez donc pas de tableau de bord. Vous avez très peu comparé. Et savez-vous si vous êtes bon? Souvent, la première question, tu dis, vous voulez vous optimiser, mais on va s'optimiser de combien? Donc, on dirait qu'avant de prédire, il faudrait savoir c'est quoi l'état actuel, mettons. Exact. Tu veux savoir d'où tu pars, puis il y a plein de formulations de ça, mais avant d'optimiser quelque chose, rien que tu peux pas... Tu peux pas optimiser ce que tu n'as jamais mesuré. Hein. C'est ça le vieil adage. C'est exactement ça. Donc, on a l'obligation de regarder, donc de mettre en place du BI, même très modeste, pour pouvoir aussi se dire, se benchmarker, puis dire, on part d'ici, puis on peut potentiellement s'amener jusque-là avec les AI. Ne serait-ce que le BI va aider à structurer cette base de données-là, puis d'aller en chercher le maximum avant de faire de l'AI, parce qu'il t'en faut quand même pas mal, j'imagine. Là. En plus, ouais. Intéressant. On parlait de BI, on parle de données, on parle des fondations un peu de cette intelligence artificielle-là qui est la donnée, la structure. Je suis curieux de voir un peu ton point de vue par rapport à l'expérience client derrière ça. Bon, pourquoi j'amène le sujet? Expérience 4.0, on essaie de toujours avoir un petit volet, une thématique qui touche un peu cette relation client-là. Je pense qu'il y a 2 volets à l'intelligence artificielle au niveau peut-être des objectifs qu'on voudrait atteindre. Je te laisse m'en nommer plus si tu en as d'autres. Tu es l'expert sur le podcast. Mais il y a peut-être le côté opérationnel qui nous permet peut-être de faire des prédictions puis d'avoir, ou encore une fois, je fais le parallèle avec le BI et l'intelligence artificielle, donc d'avoir un peu notre état actuel puis d'être dans la prédiction au niveau opérationnel. Au niveau de la relation client, il y a aussi la vente, le prédictif des ventes qui devient quand même assez pertinent. Je reviens à ma question. Comment tu considères que l'intelligence artificielle peut favoriser une expérience client chez une entreprise, en exemple industrielle, manufacturière? Ben, en fait, il y a tellement de facettes dans lesquelles l'intelligence artificielle va avoir un impact potentiel dans tout ce qui est expérience client. On parle, tu sais, la genèse de l'expérience client, c'était les sondages de satisfaction de la clientèle. Là. C'était ça. Ça remonte bien. C'est pas si loin derrière, en fait. Là. Mais tu sais, il y a 20 ans. Non, ça évolue juste de façon exponentielle, mais ça fait pas si longtemps que ça. Ben exact. mais tu sais, puis ça, quand on comprend qu'on souhaitait, en fait, le questionnaire avait pour objectif de dire est-ce qu'on est heureux ou pas heureux du service, produit, peu importe de ce qu'on a reçu. Puis surtout qu'on leur donnait des insights pour s'améliorer. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut faire ça grâce à une seule et unique chose, c'est de la donnée, encore une fois. Mais cette donnée-là, elle n'est pas toujours facilement accessible. Fait qu'on on prétend avoir un service à la clientèle qui va s'améliorer. L'exemple qui est qui en est un facile, c'est Amazon. Amazon qui a la facilité d'accès à cette donnée-là que peu d'entreprises ont grâce à votre Facebook, à vos réseaux sociaux, là, Instagram, peu importe ce que vous utilisez. Donc, ils sont non seulement au courant de vos besoins, mais aussi sont capables d'attraper une quantité hallucinante d'informations sur même l'utilisation peut-être que vous faites de certaines choses. Simplement par l'analyse de vos activités, physiques, si vous êtes connecté sur votre montre, si vous êtes connecté sur toutes vos babelles. Et bien évidemment, avec un Alexa dans la maison qui vous écoute. En plus. Si vous parlez toujours de vélo de montagne comme moi, ils vont savoir que maintenant, il y a sûrement un moyen d'y pousser des trucs de vélo de montagne, puis que je vais être intéressé d'en acheter. Fait on a l'expérience client, elle a été déjà assez révolutionnée, entre autres par Amazon, sur l'expérience d'achat dans un premier temps. Ouais. Ça, c'est pas mal fait. Là. Ils ont compris que plus tu comprends bien ton client, ben plus tu vas pouvoir y pousser. Tu y pousses de la publicité extrêmement ciblée. Avec un intérêt. Avec un intérêt. On sait qu'il y a un intérêt parce qu'on a recueilli cette donnée-là, puis tu es capable de répondre à cet intérêt-là. Tu connais ta clientèle cible, puis ton client futur. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que dans le monde manufacturier ou dans tout ce qui est maintenant, on prend une bière ensemble dans le podcast, même l'appréciation qu'on a de certains produits, ben va pouvoir être dans pas si longtemps que ça aussi mappé, étant donné que beaucoup d'achats vont se faire en ligne. Le réflexe qu'on a d'acheter en ligne et d'aller valider, d'aller voir par la suite sur Internet, juste pour pouvoir comprendre d'où vient la bière. Puis là, on boit Hochelag. Ben, cool, c'est fait où? Ça vient d'où? Ce lien-là, il est très, très facile pour les algorithmes de dire
il vient d'acheter et on voit la transaction dans son panier d'achat et X heures plus tard, il est allé vérifier ou il est allé sur Internet puis il tapait ça dans son moteur de recherche. Donc, ce lien-là est hyper facile. Et potentiellement, ils peuvent en extraire le fait que crème ta bière, tu l'as aimé ou que tu l'as pas aimé pantoute. Puis que ça peut aller à ce point-là. Oui, ça peut aller à ce point-là. Puis tu as une plainte qui suit l'achat. Donc, ces associations-là, puis les algorithmes s'entraînent, entre autres, à ça, à vouloir toujours comprendre le comportement du consommateur et en faire des extrapolations pour, encore une fois, trouver le persona qui nous représente le plus. Puis Amazon est devenu tellement fort dans ça qu'ils ont breveté en 2013-2014 quelque chose qui s'appelait, aujourd'hui c'est nommé de différentes façons, mais un des termes communs, c'est le spam shipping. C'est qu'ils prétendent que dans quelques années d'ici, ils vont connaître tellement bien les consommateurs qu'ils vont vous envoyer chez vous, à la maison, des produits sans que vous les ayez commandés jamais. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir une telle compréhension de vos besoins, de vos habitudes de vie et de tout ça, et de vous-même, parce que vous leur partagez tout, puis on leur partage tout. On fait un peu exprès aussi. Ben, on fait exprès, on fait partie du système. Exact, c'est bien dit. On aurait le luxe et le loisir sur nos téléphones mobiles, sur nos montres connectées, sur tout ça, on aurait le luxe de tout désactiver ça. Mais on est tous un peu trop lâches où on fait... C'est un compromis qui sont prêts à payer aussi. C'est de dire, si on n'a plus ces facilités-là, quand on va arriver sur notre compte Amazon, on n'aura pas nécessairement les mêmes résultats aussi performants dans les recherches qu'on va faire. Donc, ils se sont assurés qu'on avait des wins puis que tout le monde allait embarquer dans le bateau. Et où, à la limite, que de les désactiver, ce serait juste un effort trop grand pour le peu de gains qu'on allait en faire. Définitivement. Par contre, à terme, eux autres, leur plan est quand même assez hallucinant. Là. C'est de dire qu'ils vont envoyer chez vous, sans que vous ayez commandé quelque chose, un produit qu'ils vont prendre le pari que vous allez garder. Donc, ils vont t'envoyer de quoi chez toi, Simon, ils vont te dire, tiens, t'as rien commandé, mais voici ce qu'on pense que tu as besoin. Tu as 48 heures pour le retourner. Il n'y a pas de problème si tu le veux pas. On va venir le rechercher demain. Mais si dans 48 heures, tu l'as gardé, t'es facturé, il est à toi. Donc, c'est vraiment... Puis le spam shipping, ça en vient. C'est clairement, c'est breveté par Amazon déjà. Donc, on s'en va dans une track où, moi, ce qui me chicote énormément là-dedans, c'est la surconsommation que ça encourage. Carrément. Donc là, on tombe dans une autre facette de toute l'expérience consommateur ou de ce que ta question d'origine était. Là. On peut pousser tellement loin l'analyse de ces données-là qu'à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on va pas trop loin, justement? Puis est-ce qu'on n'est pas en train de dénaturer la consommation et de l'exagérer pour rien? Même l'expérience d'achat, au final, tout est connecté. Ça me fait penser un peu je sais pas si tu connais Frank & Oak, compagnie de base montréalaise, là, récemment vendue, je crois, mais qui fabrique du linge. Puis ils ont eu un modèle, pas de spam shipping à ce niveau-là, mais semblable dans la mesure où tu t'abonnais ou même des fois, ils t'envoyaient une boîte de linge en fonction de tes critères d'achat que tu as eu, des critères que tu mentionnes, en fait, que tu donnes à Frank & Oak, puis qu'eux, ils t'envoient une boîte, puis là, à ce niveau-là, tu essayes, puis si t'aimes pas, tu retournes cette boîte-là, puis tu as comme un outfit, je veux pas. Ils te l'envoyaient, par contre, il fallait que tu confirmes que tu voulais le recevoir, là. Donc, au moins, là, c'était intéressant, mais c'est quand même... dans les recueils, la donnée, puis sûrement une intelligence qui se fait sur le site web en fonction de la donnée que tu donnes qui te permet après de valider. C'est pertinent. J'aime ça. J'aime la conversation parce que ça va assez loin. Je reviens un peu à notre modèle, notre secteur manufacturier industriel, où des fois, le prédictif des ventes, au lieu d'être dans le spam shipping, on est plus dans être capable peut-être de prédire certaines ventes de certains clients, puis au bon moment, peut-être interagir avec celui-ci. Ne serait-ce, c'est un exemple. Puis là, à ce niveau-là, on minimise l'oubli de suivi parce qu'on est plus proactif, on est au devant. Mais encore là, il faut une certaine donnée. Puis il y a aussi un bel étude de cas que vous avez faite que j'ai vu sur votre site web. Là, je pense que c'est SBI qui était vraiment intéressant, entre autres, dans le prédictif des ventes. C'est pour ça que tu m'en dises un petit peu plus pour justement favoriser cette expérience client-là. Le prédictif des ventes peut être un élément très intéressant. Comment tu vois ça? En fait, la prédiction des ventes, c'est un super de beau quick win. Moi, je l'appelle toujours comme ça en intelligence artificielle parce que il y a
Il y a des projets plus complexes que d'autres, mais la prédiction des ventes, règle générale, elle va surprendre les entrepreneurs, les gestionnaires par la précision de ses résultats, en fait. Puis on en a fait plein d'algorithmes de prédiction des ventes. SBI pour Stove Builder International, là, une entreprise de Québec qui a cru en cette techno-là. Puis quand c'est Jean-François Quentin, un des 2 frères propriétaires, qui est venu nous voir. Il dit, Crime, on m'a dit que ça se faisait. Confirmez-vous, si oui, ça vous tente. Puis, ben oui, c'était un très, très beau projet. Puis quand tu comprends que la game change tellement au complet, quand tu es capable de prédire tes ventes, le code SBI, c'est des chiffres qui sont assez forts. Là. Mm-hmm. C'est la prédiction des ventes par l'équipe des ventes, à l'origine, avait une précision de l'ordre de 50 à 55 %. Ça veut dire quoi en probabilité? Ouais. Ça veut dire qu'à 50 % tu flippes à 25 cents. Quand tu demandes à ton équipe de vente... Clair, mettons. Non, c'est pas fiable, en tout cas. Fait que tu peux pas... C'était vraiment ça le constat, là. C'est-à-dire, quand chaque année, ils réunissaient toutes leurs équipes de vente, chacun faisait sa prédiction de dans tel territoire, je vais en vendre à peu près tant, puis dans tel territoire, probablement tant. Puis, final des courses, à la fin de l'année, il était toujours 50 % off, ou à peu près. Donc, ça fait effet surprise un peu à chaque fois. Ça devient juste ingérable. Quand tu es un manufacturier, tu dois planifier tes inventaires, tu dois t'assurer d'avoir une production idéalement la plus lissée possible en cours d'année pour pas avoir à gérer soit trop de staff, soit du monde sur le chômage. Donc, tout ça est un casse-tête incroyable. Puis plus tu es un gros manufacturier, pire c'est. Quand tu arrives à prédire tes ventes 1 an d'avance avec justesse, là, la game change pour vrai. Puis l'algorithme qu'on a entraîné, qui a pris quand même 1 an et demi d'entraînement. Donc là, on est allé chercher une historique des ventes considérable de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. On est allé chercher une quantité incroyable. Une vingtaine de variables totales, je pense. Qui vont de la météo à des variables qu'on ne peut pas nommer, qui font partie de la recette. Source de données interne, externe. Interne, externe, on a les absolument. Deux. Et après 1 an et demi d'entraînement, on a atteint 84-85 % de précision sur la prédiction des ventes 1 an d'avance. Fait que là, quand tu regardes ça avec bien du recul, tu te dis, OK, mais c'est ce que rêvent à peu près tous les manufacturiers. Là, parce que tu sais ce que tu vas vendre avec une précision hallucinante. 1 an d'avance, tu peux planifier ton staff, passer tes commandes, donc acheter ton matériel aussi, t'assurer potentiellement de ne pas manquer de stock. Donc, quand on regarde la crise des microprocesseurs ou des semi-conducteurs, pardon, on est là. Donc, tout ça aurait pu entre autres être mieux géré si ça avait été mis en place. Puis il y en a qui l'ont fait, hein, d'ailleurs. Donc, dans bien des industries, nous autres, on continue de se demander pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises, entre autres manufacturières, mais tout type d'entreprises. Mm-hmm. On commence là, dans, d'ailleurs, l'agroalimentaire. Mm-hmm. La prédiction des ventes dans l'agroalimentaire, c'est aussi phénoménal. Ça te dit, surtout pour tout ce qui est production en serre, il faut comprendre que la production en serre ont le luxe de pouvoir démarrer ou non une production. Donc, s'ils savent, et on est capable de le faire, là, si on est capable de prédire qu'il y a un lot qui arrive de Floride et ne produisez pas parce que de toute façon, les tablettes d'épicerie vont être pleines et vous allez être obligé de vendre à perte et ou, en tout cas, à très fort rabais, il y a de très grosses chances ou de très fortes chances qu'ils retiennent la production et disent, t'as peu, là, on ne fait pas pousser rien, puis on relance le tout dans 2 semaines. Donc, c'est exactement comme ça que doivent réfléchir les entreprises aujourd'hui. Quand on pense à la prédiction des ventes, c'est puissant. En effet, ça peut être très puissant. C'est une belle intelligence à y avoir en amont pour gérer après son flux opérationnel, puis même être capable de prédire. C'est un outil que je pense que tout directeur des ventes, même la haute direction, rêve d'avoir. Puis je reviens sur un fait qu'en effet, peut-être plusieurs entreprises n'ont pas nécessairement, mais je parle au Québec, mettons, on parle local, n'ont pas encore peut-être entamé ça, du moins la majorité, entamer un projet peut-être de prédiction des ventes. Je te pose la question d'un point de vue, mettons, technologique. On parlait de base de données aussi avant qui était essentiel à faire un mouvement, là, du moins un projet d'IA là, convenable, faire du BI aussi en amont. À ce niveau-là, comment tu considères la structure technologique qui doit être essentielle pré-projet IA? Donc, évidemment, il existe des ERP. Bon,
même avant de parler d'ERP, il existe des fichiers Excel, il existe des documents manuscrits, parce que je parle à des entreprises que des fois, ils font encore certains post-it. Papier. Papier. Très difficile après de numériser puis de justement centraliser cette information-là. Donc, mettons, on passe du manuscrit à, certains fichiers Excel. Déjà là, OK, on commence à numériser un petit peu notre donnée. Là, après, au niveau des ventes, il existe le CRM qui devient de plus en plus populaire, puis selon moi, quand même essentiel, centraliser sa donnée de vente et de prospection, même certaines données marketing qui peuvent être pertinentes selon le modèle d'affaires de l'entreprise. Tu as les ERP, tu as les MRP, tu as le IoT interne, tu as tout ça. C'est une grosse structure, c'est un gros écosystème technologique, les entreprises. Il y en a qui ont déjà, puis il y en a qui sont en train tranquillement de prendre le virage numérique, d'adoption numérique. Comment tu considères, je reviens à ma question, comment tu considères essentielle cette structure technologique? Y a-t-il des technologies qui sont essentielles, d'autres moins? Comment tu vois ça? C'est une grande question. En fait, j'y répondrais de deux façons. C'est sûr qu'on n'a pas le choix d'avoir dans notre roadmap d'informatiser nos opérations. C'est obligé. Maintenant, si tu me dis que tu es un manufacturier, puis il faut se mettre en contexte aussi. En 2022 surtout, mettons justement, en 2002, implanter un ERP, c'était le temps. Ouais. En 2022, c'est-tu encore ça la priorité? Je suis pas sûr. Parce que aujourd'hui, non seulement on vit dans un contexte où il y a une rareté de main-d'œuvre qui est généralisée, c'est pas prêt de se terminer. Donc, le plus optimiste des scénarios nous amène en 2030, puis le plus pessimiste des scénarios nous amène en 2035 pour le creux de vague. Fait que si nos entreprises manufacturières qui écoutent, là, pensent que d'avoir de la difficulté à recruter, ça achève, là, c'est complètement faux. C'est que le commencement. Ça fait juste commencer. Puis on en a pour un 8 à 10 ans avant nous autres à pelleter tout ça, là. Donc, on n'est clairement pas sorti de l'auberge à ce niveau-là. Nos entreprises ont, en plus de ça, un retard dans l'innovation technologique. L'innovation technologique, on parle de projets de prédiction des ventes, on parle rapidement tantôt, on se disait que tout ce qui dès que l'humain valide avec ses yeux, il y a des beaux projets en vision, en analyse de qualité. Il y a encore plein de monde dans plein d'usines qui sont penchés au-dessus d'un convoyeur qui regardent avec leurs yeux la qualité des choses. En 2022, ça n'a plus de bon sens, ça. Non, donc, des systèmes faits pour faciliter ça. Il y a des systèmes pour automatiser ça à 100%, peu importe la précision qu'on veut, puis l'algorithme va battre l'humain à tous les coups, pas une fois sur deux, là, à tous les coups. Donc, on a toutes ces options-là d'innovation et on a, en 2022, de dire, on pourrait aussi faire le ERP. Fait que si jamais les entreprises n'ont pas encore de système en place, ils n'ont pas d'ERP, ils n'ont pas de CRM, ils n'ont pas d'MRP ou tous ces systèmes-là, moi, je pense que la question, il faut quand même se la poser 2 fois avant de dire, je vais investir tout mon argent puis toutes mes ressources sur l'implantation d'un de ces systèmes-là ou de ces systèmes-là pour les 3-4 prochaines années, parce que c'est pas vrai que c'est ça qui va faire innover l'entreprise. Ça va certainement structurer ses opérations, mais c'est pas une source d'innovation. Donc, on est dans un beau dilemme. Puis mon take à moi, qui est toujours le même, c'est que si l'entreprise peut attendre avant soit de changer son ERP. Souvent, il y a des entreprises qui ont des très vieux ERP aussi. Oui, définitivement. Fait que, si on peut le laisser, il marche encore, même s'il marche une patte, il marche encore. Laissons-le là, touchez-en. On peut-tu ne pas y toucher, puis à la limite, dans 3 ans, 4 ans, là, quand on aura innové, puis on se sera remis un peu à jour avec moins de dépendance à la main-d'œuvre, des nouvelles technos, des beaux projets innovants qui vont avoir été déployés, puis peut-être de l'intelligence artificielle dans le shop, là, crème, on verra à revoir et à changer peut-être le ERP. Mais on peut pas tout faire. Puis les entreprises, au-delà de la limite financière, ont des limites clairement de ressources. Donc, des ressources qui ne pourront pas gérer à la fois un changement ou des changements de système et de l'innovation technologique. Fait que c'est un trade-off qui n'est pas facile. C'est un défi, c'est un défi considérable en ce moment. Est-ce que tu considérerais par contre que ça serait comme un mal nécessaire, une entreprise par exemple, qui n'a aucun de ces systèmes ou du moins qui ont un simili ERP, là, souvent ont comme un système comptable qui regroupe une base de clients X, mais qui ne gère pas nécessairement l'inventaire ou tous les modules qui peuvent être dans un ERP, mais est-ce que tu considères que ça serait quand même un mal nécessaire actuellement de faire une première phase au moins d'implantation technologique minimale pour être capable ensuite de générer des tableaux de bord, puis après,
innover. Oui, mais minimum, c'est... Puis t'as le bon mot, là. Minimum. Tu sais, l'implantation technologique minimum, ça veut pas dire un ERP, ça veut dire une base de données. Puis c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que une des choses qu'il faut arrêter de faire, c'est aussi ce que tu as nommé tantôt, là, c'est des documents papier, c'est des fichiers Excel. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'une fois qu'on dit on veut nos données dans une base de données, mais là, tu n'es pas obligé d'avoir un logiciel en soi, ERP ou autre, pour avoir une base de données. Tu es capable d'avoir une base de données qu'on déploie, puis qui fonctionne, dans laquelle on va envoyer de la donnée, recevoir de la donnée ou aller chercher de la donnée. Tout ça sécurisé, dans le cloud et tout ça. Puis ça peut être connecté sur un système comptable qui est appelé à mourir lui aussi, peut-être, et à être changé lorsque le ERP en question sera implanté. C'est pas grave, mais au moins, on n'a plus nos données d'entreprise dans un fichier Excel, première chose. Ouais. Et on peut commencer à penser, à réfléchir à des projets innovants qui vont utiliser cette donnée-là puis qui vont nous permettre d'innover. C'est bien dit. C'est bien dit. Moi, nous, on est beaucoup dans le CRM, puis le fameux CRM, au final, c'est une base de données. Hein. Oui. On l'a mentionné, puis là, maintenant, aujourd'hui, les CRM, c'est des machines de guerre là, qui peuvent être déployées. Là. Tu peux automatiser tous tes processus, tu peux intégrer avec tout, puis souvent, ça fait peur aux entreprises parce qu'ils se disent gros projet, là, gros projet. Les entreprises qui sont prêtes, fine, fantastique, comme tu dis, peut-être qu'il y en a des entreprises que c'est dans 4 ans, mais il y en a des entreprises qui, ils ont un certain niveau de maturité, puis qui ont envie de le faire à l'instant. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de rentrer une machine de guerre. Tu rentres une base de données, puis tu numérises tout simplement, tu centralises ta donnée à un endroit avec un processus standardisé, simpliste, qui nous permet après d'innover par-dessus. Ça peut être, en effet, c'est un mal nécessaire parce que pas toutes les entreprises ont envie de faire le mouvement d'y aller là, tout de suite parce qu'on est débordé et il manque de main-d'œuvre. Mais en effet, je pense que le mot d'ordre qui est base de données est essentiel pour pouvoir innover par la suite. Le papier, très difficile de plugger de l'intelligence artificielle sur un bout de papier. Bien tough. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais ça doit être assez compliqué. Nous, ce qui est le fun avec le papier, c'est que ça devient une source de projet parce qu'il y a des algorithmes super puissants qui permettent de lire les documents. C'est bien ça. Donc, on a des beaux projets, entre autres même dans le domaine de la santé, où on est capable en fait, un projet qui est en route et on a fait une preuve de concept hallucinante, ou même l'écriture illisible d'un médecin, on est capable de passer ça dans un algo qui va être extrêmement précis. Et bref, on arrive donc à lire avec des algorithmes qui sont entraînés pour ça, à peu près tout et n'importe quoi. Donc là... C'est un bon point, ça. Parce que le papier, on ne peut pas nécessairement l'enlever à tout jamais, du moins pas sur le court terme, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui aiment prendre certaines notes. Tu parles des médecins, c'est un excellent exemple. Là. Pas tous les médecins sont prêts à rentrer sur un iPad avec un crayon un peu numérique puis qu'automatiquement, ça soit centralisé dans un logiciel. Mais il existe des systèmes pour capter cette information-là qui est sur papier. Ça, c'est pertinent. Puis il y a bien des métiers, justement, sur la construction et ailleurs où c'est encore aussi tough. Là. Fait que, au moins, si on est capable de convertir ce papier-là ou d'en faire une lecture puis de nous automatiser la digitalisation, c'est ce que, entre autres, l'AI peut faire aussi. Fascinant. On enchaîne un peu la continuité un peu de notre discussion qui est, on parle de projet AI, on parle d'implantation technologique. On a déjà entamé un petit peu le prochain fondement de ma question. Mais chez Wouban, vous faites des projets de toutes sortes. Il y a différentes variations de projets, différents objectifs que vous venez cibler. J'imagine qu'il y a des gros projets, il y a des plus petits projets, il y a des moyens projets. Il existe de tout. Mettons un projet standard ou comment tu pourrais me donner des différentes étapes à suivre pour maximiser le succès d'un projet AI. Tu peux prendre un cas de figure, mais les différentes étapes là, clés, simplistes à expliquer pour les gens qui nous écoutent, mettons qu'ils veulent démarrer ou qu'ils considèrent démarrer, mais ils n'ont peut-être pas nécessairement la structure en place, fait qu'ils ont un petit travail à faire de leur côté avant de, par exemple, vous appeler. Je te laisse peut-être me dire un peu les différentes étapes à suivre. Oui. C'est assez simple, en fait. Faut d'abord avoir un problème à régler. Trop souvent, on a eu des appels de clients qui veulent faire de l'IA, puis ils veulent faire de l'IA pour faire de l'IA. Là. Puis moi, j'appelle ça surfer le buzz ou le trip technologique. Là. Et c'est une belle, grosse erreur, tant qu'à moi. Si on n'a pas un problème à régler, on n'est pas à la bonne place. Puis c'est très ça, en transformation numérique, c'est de vouloir se transformer puis d'avoir cette volonté-là, c'est une première chose. Après ça, il faut comprendre les problèmes que notre organisation a. Et une fois qu'on a compris ou qu'on a adressé ou qu'on a mis sur papier les problèmes, là, on peut penser à dire, OK, fine, mais comment on va les régler, ces problèmes-là? Et
Puis c'est exactement comme on disait au tout début, ensemble. Ben, peut-être que ça va être l'IA qui va régler le problème, mais peut-être que ce ne sera pas l'IA non plus. Donc, pour moi, un projet, ça débute avec un problème. Peut-être que l'intelligence artificielle va être la solution, et peut-être que non. Sauf que si c'est l'IA qui est la solution, ben, nous, il y a des phases relativement simples où on vient dérisquer le projet. Donc, l'objectif, encore une fois, d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est d'en faire un succès. Ouais. puis de ne pas tomber dans, encore une fois, les histoires de recherche ou de recherche fondamentale. Fait que d'avoir un bon partenaire qui a des gens solides, puis de pas minimiser le bagage des gens. Là. Nous autres, on pensait aussi à tort, là, il y a 6 ans, chez Vauban, avant que l'équipe d'AI soit assemblée, que l'IA pouvait peut-être s'apprendre avec un cours sur Coursera ou Internet, peu importe. Puis, grave erreur. Non, ça marche pas. Plus complexe un peu. Ben, pas mal plus complexe. Ouais. Donc, non, il faut des gens avec les bons diplômes puis avec le bon bagage pour valider la faisabilité, dérisquer, puis valider la faisabilité technologique, mais aussi est-ce que les données sont là, est-ce qu'on a de la donnée en quantité suffisante. Donc, tous ces spot checks-là qui se font en début de projet, puis aussi en termes de précision potentielle qu'on peut atteindre. Là. Des fois, on a des données, mais est-ce que notre donnée est correcte? Ce qu'un algorithme va venir faire, c'est prendre une quantité de variables et donc de données, puis il va chercher la corrélation à l'intérieur de ces données-là pour se construire son modèle. Mm-hmm. Mais si nos données ne corrèlent pas, et donc corrélation égale qu'il n'y a pas de lien entre elles, ben, on ne pourra pas prédire rien. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Donc, qu'est-ce qui manque? Quel type de données il manque? Fait que ces validations-là se font au tout début de tous nos projets. Phase d'analyse, un peu de faisabilité. Oui. Puis c'est très rapide à savoir si c'est un go ou un no-go sur un projet. Fait que ça c'est la première des choses, moi, je dirais. Puis de considérer aussi que c'est un investissement. Donc, il faut trouver le ROI. C'est pas une dépense. Faut pas que... Il n'y a pas d'entreprise qui doit se lancer en intelligence artificielle ou dans des projets d'AI sans avoir validé le retour sur investissement de ces projets-là. Parce que c'est des projets qui peuvent être très coûteux. Oui, j'imagine. C'est facile de mettre un demi-million à plus dans un projet d'IA. Tout comme il y a des tabarouettes de beaux projets qui ont coûté 100 quelques mille puis qui ont révolutionné les façons de faire dans des entreprises. Là. Donc, c'est toujours pour ça, calcul du ROI, valider, dérisquer la technologie. Puis encore une fois, je reviens au début, il faut avoir un problème qui est clair. C'est bien dit. Ben, le problème doit être clair, puis j'imagine qu'il faut aussi de la donnée. Donc, inévitablement... Mais ça, c'est surprenant comment on arrive, par contre, à accumuler de la donnée à une vitesse toujours plus phénoménale. Qu'on le pense. On pense que ça peut toujours prendre plus vite. On pense que ça peut... Il y a des contextes où, quand on parle d'algorithme de prédiction des ventes, là, oui. Là, il nous faut 2 ans d'historique de vente. OK. Sinon, maintenant, on ne peut pas inventer cet historique-là. Par contre, quand on regarde autour de nous, les machines, quand on fait de l'optimisation machine ou quand on va faire de l'inspection, comme j'expliquais tantôt avec des caméras, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe sur le convoyeur, si on prend une photo, ben, il faut juste calculer le nombre de photos qu'on a besoin, mais si vous avez une usine qui roule 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, il en passe là, du stock techniquement sur vos convoyeurs. Fait que il suffit d'installer une caméra, de la mettre en mode capture pour quelques mois, puis en quelques mois, on risque d'avoir un dataset, une base de données de photos conséquente. Et de ces photos-là, après ça, on en fait un labeling ou un étiquetage pour savoir qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Donc, ça nous aura pris 2 mois et peut-être 1 mois de labeling, puis en 3 mois, on a notre dataset, puis on est prêt à entraîner notre algorithme. Fait que c'est aussi rapide que ça dans certains cas. Fait que c'est pas non plus toujours vrai que nos données, d'entrée de jeu, il nous les faut. Donc, puis l'autre aspect, c'est machines, comme j'expliquais, les machines pulsent des données à vitesse incroyable, puis à des fois beaucoup plus qu'à la seconde. Il suffit d'attraper ces données-là, puis de bien les enregistrer, de bien les entreposer. Puis après ça, on peut faire justement de l'entraînement de l'algorithme, puis de la magie potentiellement. C'est intéressant. Mais c'est le prime abord, c'est de voir, identifier le problème, les résultats qu'on veut potentiellement avoir. Donc, calculer un peu ce ROI-là potentiel en fonction de l'investissement que ça peut coûter. Après, la donnée, elle est essentielle, oui. Donc, soit qu'on l'a déjà ou soit qu'on va travailler pour l'obtenir ou soit, bien évidemment, vous êtes aussi expert à aller
gruger des façons d'aller en chercher. Ouais. Des fois, ça implique une implantation de système. On a parlé de système de vision, peut-être intéressant pour connecter à des machines. Des fois, il faut un système opérationnel ou de vente interne à voir, tout dépendamment de ce qu'on veut aller chercher. Mais il existe aussi des sources de données externes sur lesquelles on peut venir se plugger qui va aussi peupler une certaine base de données pour faire activer l'intelligence artificielle. Augmenter les résultats, tout simplement. Oui, on veut le plus de données possible tout le temps. Formidable. Hugues, ça complète un peu notre discussion. On pourrait en parler encore des heures et des heures et des heures. Puis je pense que ça peut faire ce sujet peut-être un deuxième épisode ensemble pour parler peut-être d'un cas de figure, peut-être même axé peut-être plus opérationnel ou voir si on a aussi une autre étude de cas sur la prédiction des ventes qui est peut-être différente un peu d'SBI qu'on a parlé aujourd'hui. Mais ça pourrait être en effet là, une belle façon de continuer la discussion. Là, on arrive à court de temps, mais ça a été super. Un gros merci de ta participation, Hugues, au podcast Expansion 4.0. Merci à toi, Simon. Sur ce, moi, je vous dis merci de votre écoute. Puis, je vous dis tout simplement à la prochaine, au prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre infolette. J'ai reçu Hugues Fourthe de chez Vouban. Donc, n'hésitez pas d'aller voir leur site web vouban.ca.com. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations, il y a des belles études de cas, entre autres SBI, et sur votre site web. Donc, vous pouvez aller regarder ça. Si jamais vous voulez plus d'informations, Hugues, toujours disponible pour répondre à vos questions. Un petit peu dans le jus, quand même occupé, mais il va se rendre disponible pour vous. Donc, encore une fois, merci pour votre écoute, puis je vous dis à la prochaine.